Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et donc je reçois Claude Janvier, Jean-Louis Isambert pour ce livre Covid-19, le bilan, 40 questions, retour sur 2 ans d'infos et d'intox. Je rappelle que ces deux auteurs sont les auteurs d'un livre à grand succès, Le virus et le président, que je vous recommande tous. C'était déjà chez IS Éditions, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Voilà, vous êtes fidèle avec votre éditeur. Alors, je rappelle, Claude Janvier, vous êtes écrivain, essayiste, disciple de Pierre Desproges, me dit-on. Oui. Déjà co-auteur donc, de ce livre, évidemment, que je viens de citer, Le virus et le président. Et Jean-Louis Isambert, bonjour. Bonjour Clémence et bonjour à l'équipe Bonjour de à vous. Radio Courtoisie, aux auditeurs. Vous êtes journaliste, écrivain, ancien collaborateur régulier du mensuel économique et financier Les Échos, de VST, L'Humanité, ancien rédacteur en chef du PME Affaires. Vous êtes devenu journaliste indépendant et reporter. Et je tiens à le préciser quand même, vous êtes aussi le premier journaliste, en tout cas français, à avoir dénoncé l'implication de 40 banques européennes dans le plus grand crash boursier de la place de Genève en 95. Une enquête qui vous a conduit à publier votre premier ouvrage sur la crise financière qui s'annonce, le crash des 40 banques. Voilà. Ensuite, vous avez enquêté sur les banques, l'ONU, les mensonges et les crimes de l'État français. Voilà, Jean-Louis Isambert. Donc finalement, des crimes qui n'arrêtent pas et peut-être, on va interroger en tout cas ce qui s'est passé sur la Covid-19. Est-ce qu'on peut déterminer cela en tant comme des crimes ? En tout cas, votre livre, je le dis à tous les auditeurs, on a été asséné d'informations, de chiffres dans tous les sens. À un moment donné, c'était tous les soirs. De tests, de vérité et de contre-vérité pendant ces 2 ans. Et ce livre, en fait, permet de mettre les idées au clair. Tout est ultra sourcé. Il n'y a ici aucune once de complotisme. Tout est sourcé. Et vous citez vos sources. La seule chose, c'est qu'en fait, vous refusez de suivre seulement on va dire, doxa gouvernementale. Et d'ailleurs, pour commencer, en fait, c'est dans votre préface, vous revenez dans votre préface sur le rôle des journalistes, je pense qu'on peut commencer par là, qui ont préféré pendant toute cette crise, et cela aussi, ça démontre une autre crise, celle du journalisme et du contre-pouvoir du journalisme, qui ont préféré jouer le rôle, vous dites vous-même, d'attaché de presse d'un pouvoir, quel qu'il soit. Voilà ce qu'ont fait les journalistes, et voilà ce que vous avez refusé de faire tous les deux, Claude Janvier, Jean-Louis Isambert. Claude Janvier, c'est vrai, on l'a vu, même les cellules de vérification, pour utiliser des mots français, de vérification des données des grands sites comme Libération, etc., pour expliquer que ce que avançait par exemple un Claude Janvier ou un Jean-Louis Isambert était faux, il disait voilà ce qu'a dit le ministre de la Santé, donc c'est faux. Parce qu'en fait, le ministre de la Santé le disait. Et ça, je l'ai vu. Je veux dire, aujourd'hui, c'était ça la source des journalistes. Ah mais tout à fait, oui. Non, mais le problème du journalisme depuis déjà une bonne décennie, peut-être même plus, c'est que c'est du copier-coller, c'est-à-dire c'est du copier-coller des dépêches AFP. On rajoute, les journalistes rajoutent donc une petite phrase pour faire bien, et hop, tout de suite c'est rebalancé sur Google. Le grand problème c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de véritables enquêtes des grands médias aujourd'hui, et ce qui fait que ce n'est d'un bout à l'autre des grands médias, ce n'est que de la propagande, et ça c'est dramatique parce qu'il n'y a pas de réelle information. Et c'est un énorme problème. Parce qu'aujourd'hui même Jean-Loup et moi, par exemple, si on veut aujourd'hui toucher quelqu'un dans les grands médias et se faire interviewer par un journaliste, quel qu'il soit d'un grand média, on se retrouve avec les portes fermées. Alors que nos livres, excusez-moi, comme vous le soulignez tout à l'heure, ce ne sont que des enquêtes des faits des chiffres. C'est sourcé. Oui. Donc c'est là qu'on se rend compte que... Il n'y a aucun commentaire. Vous ne faites pas de commentaire. Vous avancez des faits et vous mettez la citation en dessous avec la source en note de bas de page. On ne peut pas faire plus... Il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas justement d'interprétation. En fait, vous ne donnez que l'information. Jean-Louis Isambert, vous qui venez du monde des médias, vous avez vu cette évolution? Vous l'avez vu sur vous aussi, peut-être les répercussions sur votre carrière ou autre? Ah oui, tout à fait, puisque j'ai été au fil de mes enquêtes victime de différentes pressions et de la censure, que ce soit
par exemple, le Crédit Agricole hors-la-loi, je veux dire, qui a été interdit à la diffusion jusqu'à temps que le groupe bancaire soit coté en bourse en 2001, par un référé dans lequel le juge indique que bien que n'ayant pas pris connaissance du livre, il faut l'interdire. Après, dans un autre domaine, par exemple, quand j'ai travaillé pendant des années 91 à 2017-2018 sur les relations entre des dirigeants d'organisations terroristes membres des Frères musulmans et des dirigeants français, là aussi, alors moi, ce qui m'importait, c'était les relations qui existaient, c'était les faits bruts, que les dirigeants en question soient de gauche ou de droite. Pour moi, c'était complètement secondaire. La question, c'est quels sont les faits. Et quand vous exposez les faits avec les preuves à l'appui, vous tombez sur la censure, vous voyez les têtes qui se baissent dans les salles de rédaction, vous voyez les articles on essaie de vous déformer l'article. Je l'ai vécu notamment au travers de ce reportage quand je l'ai proposé à Paris Match, où Roger Haug a essayé de transformer tout le travail que j'avais fait pendant des années, qui démontrait la responsabilité des organisations des Frères musulmans, non seulement dans les attentats en Syrie, mais leurs activités économiques, politiques en France, et ça a été transformé en taupe secrète à la solde de Téhéran. Je veux dire, c'était vraiment n'importe quoi. Donc, il y a eu, si vous voulez, au fil, ma première fiche de paye de journaliste, elle est du mois d'octobre 1972. Et j'ai donc vu, si vous voulez, j'ai vu avancer j'ai vu comment a évolué le métier. Et de plus en plus, alors il y a un fait qui joue, c'est que à l'école supérieure de journalisme depuis aujourd'hui, on apprend aux journalistes à travailler dans l'urgence. Et c'est-à-dire que les gars, il faut absolument boucler à telle heure, etc., etc. Donc pour travailler dans l'urgence, avec des équipes de rédaction qui se réduisent de plus en plus, le moyen le plus efficace et le plus sûr en étant tranquille, c'est de reprendre les communiqués officiels, alors que ça vienne du gouvernement. Oui. D'institutions, du pouvoir économique même, de sociétés transnationales. On reprend les articles, on va au petit déjeuner de presse, et puis on fait des articles relativement tranquilles. Et quand on est pris en défaut, alors on essaie de démontrer que ce qui a été dit était faux. Alors que c'est vrai que, comme vous l'avez dit du reste, on montre bien dans le livre, nous ne faisons pas de commentaires, nous sortons des faits bruts avec les sources de ces faits. Mais alors, je voulais vous demander, cher monsieur, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que les journalistes, en fait, sont pas malhonnêtes. C'est juste parce qu'ils ont une nouvelle façon de travailler dans l'urgence qu'ils écrivent le récit officiel, en gros ? Il y a deux attitudes. Il y a ceux qui sont foncièrement malhonnêtes. Et puis qui ne font pas un métier mais qui font une carrière, donc qui sont prêts à tout pour ça. C'est à qui va obtenir l'interview d'un ministre, et puis il y a quand même une grande majorité de journalistes qui essayent de faire leur métier, puisqu'on le voit sur Europe 1, sur France TV Info, et sur ces grands médias, il y a quand même des journalistes qui arrivent à faire passer des choses, mais c'est une petite minorité. Et la grande majorité travaille, comme je vous le dis, dans l'urgence. Il faut boucler, et puis il faut pas d'ennui avec le rédacteur en chef non plus, parce qu'il y a les fins de mois avec... Oui, puis il y a quand même aussi cette terrible étiquette qui est tombée de complotiste, où aujourd'hui, de toute façon, à partir du moment où on commence à questionner un sujet, on est accusé de complotisme, ce qui s'appelait avant une enquête, en fait. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne sur le fond de votre livre, parce que pour le coup, vous avez pris le temps, contrairement aux autres journalistes, de cette enquête, de la recherche. Vous l'aviez déjà fait pour votre premier livre. Je voudrais qu'on aille notamment, parce que vous reprenez tous les points, le virus et ses variants, les tests, la pandémie, le port du masque, le médicament qui soigne de la Covid, l'ivermectine, on va peut-être revenir quand même rapidement là-dessus, et les vaccins produits à ARN messager, la vaccination. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. D'abord, plusieurs choses. Vous avez un chapitre, qu'en est-il vraiment du ratio bénéfice-risque et les vaccins à ARN messager sont-ils dangereux ? J'aimerais bien qu'on refasse un point là-dessus pour nos auditeurs, Claude Janvier. Alors, comme on l'explique dans notre livre, il y a deux formes de vaccins. Comme on le sait aujourd'hui, il y a les vaccins ARN messagers et les vaccins classiques. Et en réalité, les vaccins ARN messagers ont toujours été mis sur le marché, enfin ce qu'on a appelé pompeusement vaccins, parce qu'en fait, ce sont des liquides expérimentaux, toujours en essais cliniques, en phase 3, puisqu'en fait, en réalité, les Pfizer, Moderna, etc. sont toujours en essai clinique jusqu'en 2023. Donc ça, Olivier Véran dit que c'est pas vrai qu'on est encore en essai. On est bien d'accord, Olivier Véran
Bon. Olivier Véran est un menteur. Voilà, je le dis haut et fort, Olivier Véran est un menteur. C'est un mensonge absolument honteux puisque ces produits sont toujours en essai clinique. Alors, si Olivier Véran veut répondre, qu'il vienne, on l'attend. Absolument, je veux même bien être en face de lui d'ailleurs pour le coup. Mais alors ce qui est quand même un peu fou, même assez fou, je dirais, c'est que on vaccine aujourd'hui la quasi-totalité des citoyens de l'UE avec ces produits expérimentaux qui sont toujours en essai clinique. On a des chiffres de toute façon, avec énormément d'effets secondaires graves de décès et effets secondaires graves ensuite permanents, c'est-à-dire des grandes difficultés ou des pathologies ou des infirmités qui arrivent. Il n'y a jamais eu autant d'accidents et d'effets secondaires avec des vaccins qu'avec ceux de Pfizer, de Moderna et d'AstraZeneca, parce que le Johnson, on n'en parle plus puisqu'il a été carrément écarté, quoi. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un témoignage récent du député Jean Lassalle qui s'est fait opérer, c'est lui-même qui le dit, il s'est fait vacciner avec le Johnson, il en est à sa 4e opération cardiaque quand même. Et il y en a de plus en plus des témoignages qui sortent. On a suivi la terrible mort de Morissette, atteinte de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Absolument. Voilà, donc on a de plus en plus de témoignages qui sortent. Est-ce que donc clairement, les chiffres aujourd'hui de EudraVigilance, de l'Agence européenne de santé, montrent qu'on a dépassé la norme en termes d'effets indésirables de vaccination et de façon proportionnelle, c'est-à-dire évidemment, comme il y a une vaccination massive, il y a évidemment plus d'effets. Est-ce que de façon proportionnelle, si on rapport au ratio des personnes vaccinées, est-ce qu'on est sur un taux tout à fait excessif ? Ah de toute façon, oui, on est sur un taux excessif. Et de toute façon, malheureusement, ça ne va pas s'améliorer. C'est le grand problème. Zambert. Oui, écoutez, il y a des chiffres qui parlent tout seuls. Le docteur Nicole Delépine a recensé l'ensemble les chiffres qui étaient donnés par les principales bases de pharmacovigilance, à savoir VAERS aux États-Unis, EudraVigilance pour l'Union européenne et l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé pour la France, la ANSM, et on aboutit quand même aujourd'hui à des chiffres qui sont affolants, qui ne sont pas diffusés par les médias, puisque l'ensemble des effets secondaires qui seraient dus au vaccin ARN, aujourd'hui, c'est-à-dire après 1 année et demie de vaccination, pratiquement, sont supérieurs à l'ensemble des effets secondaires qui ont été recensés pour l'ensemble des 15 principaux vaccins depuis la création de la banque de la base de données de pharmacovigilance de l'Organisation mondiale de la santé. Alors nous donnons les chiffres dans le livre, mais pour prendre juste le seul exemple de l'Agence nationale de sécurité des médicaments, la ANSM, on en est en moyenne, depuis le début de la vaccination, à 2600 effets secondaires qui seraient dus à la vaccination, à l'injection de produits ARN messagers. 2600 personnes qui ont des effets secondaires par semaine, dont 28% sont graves. Ça, ce sont les chiffres de l'ANSM. Et il faut savoir une chose, c'est que les chiffres qui sont donnés par ces banques de données ne représentent que 1 à 5% de la situation réelle, c'est-à-dire du nombre de personnes qui vraiment toutes les données ne sont pas remontées. Mais est-ce que le vaccin a permis d'arrêter la pandémie? Parce que eux vous disent oui, mais bon, on a arrêté de la pandémie grâce à la vaccination. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà. Du tout. Oui. Alors, pas du tout. D'abord, en plus, est-ce qu'il y avait vraiment une pandémie? Ça, c'est la grande question. Et d'ailleurs, on l'explique aussi dans notre livre, parce que les chiffres ont été de toute façon biaisés, truqués, tronqués. Puisqu'on parle des tests, là, puisque vous venez de soulever le problème, déjà, c'est une véritable escroquerie, parce que les tests RT-PCR n'ont jamais été élaborés pour la recherche sur le coronavirus. Les tests RT-PCR ont été élaborés par Karen Mullis, puisque c'est lui le découvreur. Ça a été inventé pour faire de la recherche. Ça n'a pas du tout été inventé pour spécifiquement chercher l'existence ou pas d'un coronavirus. Ensuite, le fait d'être testé positif ne voulait absolument pas dire que la personne était déjà infectés, parce qu'il y a des gens qui ont été testés positifs et qui 2 jours après étaient testés, ils étaient négatifs. Donc de toute façon, dans la même journée même. Dans la même journée. Et en plus, ça a été, en revanche,
En revanche, ça a rapporté quand même, à peu près en France, 4 milliards d'euros, soit la construction d'un hôpital. Donc, c'est... Dommage. Oui, voilà, c'est dommage. À l'heure actuelle où le domaine de la santé publique a été sabordé, a été annihilé et de plus en plus annihilé d'un point de vue budgétaire ou d'un point de vue matériel, c'est bien dommage qu'effectivement, au lieu d'avoir testé massivement la population et que ça a coûté un maximum d'argent à l'État, donc à nous, on aurait mieux fait effectivement de construire un hôpital. Alors vous allez... Oui. Pardon, je voudrais... Alors bon, j'y vais. Vous avez un autre paragraphe que je trouve très 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 important, c'est les produits ARN messagers ont, selon vous, enfin vous citez en fait le professeur Raoult, qui cite lui-même d'autres données, ont augmenté l'épidémie. C'est-à-dire que là, on reprend la question de Mike Borowski, le vaccin n'a pas permis de stopper l'épidémie, mais même il l'aurait augmenté selon ses propos. Est-ce que vous pouvez, l'un ou l'autre, peut-être Jean-Louis Isenberg pour alterner, revenir sur cette information donc, qui est révélée par le professeur Didier Raoult dans une radio qu'on connaît bien ici, je pense que c'était entre midi et 14h. Jean-Louis Isenberg, est-ce que vous pouvez nous raconter donc, ce que le professeur Raoult a raconté ? Oui, écoutez, là, c'est un peu tôt pour en tirer les conclusions parce que les travaux se poursuivent sur cette question. Il est à noter, par contre, que partout où les vaccins à ARN messager ont été employés, vous avez les mêmes caractéristiques. Et puis, vous savez, il y a quelque chose qui doit quand même nous interpeller, c'est qu'il faut qu'il y ait 3 conditions quand même pour faire une campagne de vaccination telle que celle qui a été décidée depuis l'OMS et relayée sur le versant occidental de l'Europe, sur l'Union européenne, par l'Union européenne. Ces 3 conditions, déjà, c'est qu'il faut qu'il y ait d'abord une épidémie avec un virus qui soit particulièrement contagieux et virulent. Or, en l'état, il n'y a pas de virus vraiment contagieux et virulent puisque la létalité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui décèdent sur le nombre de personnes qui ont été atteintes par le virus SARS-CoV-2 est de moins de 2%, entre 1,80 et 2%. Et quant à la mortalité, elle est d'environ 0,16%. Alors, à quoi ça correspond cette mortalité? C'est-à-dire, c'est le nombre de personnes décédées par rapport à la population globale. Pour vous donner une idée, c'est la mortalité qu'avait la grippe saisonnière lors de la saison 2018-2019. Donc, vous voyez, donc pas de pandémie virulente et dangereuse comme l'OMS l'a prétendu, comme ça a été relayé par le pouvoir politique de l'Union européenne. C'est ce qu'explique notamment Laurent Toubiana, qui montre bien, en comptant tous les chiffres de la surmortalité, qu'il n'y a pas eu de surmortalité pour les moins de 65 ans. Mais du coup, les 150 000 personnes sont mortes de quoi? Parce que là, du coup, c'est vraiment un mensonge d'État là, dont on a affaire. Oui, tout à fait, parce qu'il y a deux autres conditions qui doivent être réunies pour faire une campagne de vaccination telle qu'elle a été faite. Au-delà de l'existence d'une épidémie très forte avec un virus virulent et très contagieux, il faut qu'il n'y existe pas de médicaments, pas de traitement contre le virus en question, et il faut, troisième condition, qu'il existe un vaccin qui soit efficace et sûr. Or, non seulement il existe un médicament, mais ce médicament, il a été mis de côté, et il a été mis de côté au profit de vaccins qui ne sont ni efficaces ni sûrs, puisqu'on en est au stade expérimental, et qu'au stade expérimental, nous constatons bien que les décès, que les personnes blessées, que les personnes qui décèdent continuent d'augmenter. Du reste, le taux de l'augmentation des personnes accompagne l'augmentation de la vaccination. Oui, tout à fait. Et l'ivermectine, elle, pour le coup, fait preuve d'énormément d'études réussies qui montrent le succès de ce traitement, l'ivermectine. Claude Janvier, un dernier mot, il faut qu'on conclue. Écoutez, un dernier mot, voilà. On démontre donc dans notre livre, point par point, toute cette affaire. En fait, c'est bien d'avoir tiré un bilan. En fait, on a tiré un bilan, pourquoi ? Parce qu'à force de discuter avec des gens dans la rue, que ce soit des commerçants ou des gens que l'on rencontre comme ça au fur et à mesure, eh bien... On a senti tout un tas de gens complètement perturbés et complètement en train de se poser d'énormes questions. Donc on essaye à travers notre livre de répondre vraiment à leurs questions. Et la réalité nous rattrape malheureusement avec notamment ses effets secondaires et aussi beaucoup de personnes qui ont attrapé la maladie alors qu'ils ont été vaccinés 3-4 fois. Alors Jean-Louis Isenberg, Claude Janvier, Covid-19, le bilan en 40 questions. Voilà, vous remettez les choses en place et c'est chez IS Éditions. Merci beaucoup à vous deux. Évidemment, on aurait pu en parler pendant des heures. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale.
Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.